vous êtes conservateur, c'est ça, et vous occupez de la conservation et de la restauration des œuvres, c'est ça, voilà. Et on aimerait que vous nous parliez de tout ça. De ça, d'accord. Voilà, et puis vraiment, même si c'est peut-être des évidences pour vous, pensez que le public qui va écouter tout ça, comme moi, tout nous passionne, quoi. Ok, vous voulez poser des questions ou je parle simplement? Vous pouvez parler, déjà nous expliquer ce que vous avez fait ce matin. Alors ce matin donc, c'était une opération de transfert de pastels, puisque les pastels comme matériau extrêmement sensible, à la lumière, notamment à la lumière, même s'il y a un dispositif d'éclairage spécifique en salle, font l'objet de rocades. Sur des périodes de 6 mois à 9 mois, ça dépend des possibilités, des prêts aussi. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous avez assisté à une matinée donc, dédiée à cette rocade, donc des œuvres de dépôt qui n'étaient pas présentées depuis plus de 2 ans, ont pu remonter à la surface, et puis d'autres ont été au contraire remis en dépôt pour être quelque part, entre guillemets, se reposer, pour ne plus être soumis aux conditions d'exposition, disons. Parce que là, elle était là depuis combien de temps, par exemple, Madame d'Épinay? Ça faisait plus d'1 an qu'elle était présentée, et donc c'était l'occasion de faire cette rocade. Oui. Et voilà, le pastel comme matériau, simplement, vous le savez, c'est un matériau au XVIIIe siècle, en tout cas on parle du pastel du XVIIIe siècle, de Lyotard, de Maurice Quentin de la Tour, de Rosalba Carriera, donc les artistes que nous avons en salle, ce sont des pastels secs, donc des matériaux, imaginons des pigments presque des pigments purs, parfois légèrement mélangés avec de la craie ou une argile et compressés simplement. Donc il n'y a pas forcément l'ajout d'un liant, d'un médium. Donc ce qui explique au moment où elles sont taillées en bâtonnets et ensuite appliquées, dessinées. Et donc c'est vraiment de la poudre presque sèche qui est déposée à la surface de supports, carton, papier monté, mis en tension ou du parchemin, donc des peaux d'animaux, moutons, veaux morts. Donc c'est le cas pour Madame d'Épinay. C'est le cas pour Madame d'Épinay, qui ont été traités, mis en tension sur des châssis d'époque, et ensuite donc réalisés directement, ce qui explique l'extrême fragilité, puisque ces pastels-là n'ont jamais fait l'objet ensuite d'un fixage ultérieur. Ce qui est le cas au XIXe siècle. Au XIXe siècle, au XXe siècle, on utilise des pastels, même des pastels gras, donc des pastels qui sont beaucoup plus, qui ont en soi une charge, un adhésif, qui leur garantit une meilleure tenue simplement. Parce que le pastel sec du XVIIIe est extrêmement sensible. Donc il n'y a pas des lacs qui Il n'y a pas de lac. Voilà, il y a des recettes anciennes au XVIIIe siècle, des recettes qui existent dans des traités anciens, mais qui sont très très difficiles à vérifier. Et puis quand on lit, on essaie de mettre en application ces recettes, on se dit c'est quand même D'accord. Donc il très problématique. Il n'a jamais été tenté au XXe, au XXIe siècle de décider de les laquer. Non, jamais, justement. Ils conservent cette fraîcheur, en fait, cette fleur du pastel, pour certains qui sont très très bien conservés, et c'est matité, parce qu'en pastel reste une technique mat, et donc ce sont ces matités, si vous voulez, ce côté poudré, mat, qui est privilégié dans cette luminosité qui est privilégiée dans la technique du pastel. Et cet engouement pour le XVIIIe siècle vient de cette nouvelle possibilité qu'offre le pastel en termes de lumière, notamment, de traitement de la lumière, également le traitement, la rapidité d'exécution, qui est intéressante pour un artiste, un portraitiste notamment, parce que imaginez le portraitiste qui se doit de prendre un portrait royal, par exemple, aura devant lui peut-être une demi-heure, pour pouvoir approcher un roi, une reine, une princesse, un prince. Il aura très très peu de temps devant lui, donc c'est des séances très courtes souvent. Et c'est vrai que le dessin, comme le pastel, quelque part qui dérive des techniques de dessin, lui permet d'aller beaucoup plus vite dans la réalisation. S'il se mettait à peindre à l'huile, ça prendrait des heures et des jours de séchage, etc., qu'il n'a pas à disposition forcément. Donc c'est aussi dicté par un impératif à la fois esthétique, mais également technique de rapidité. Et donc cette poudre, vous disiez, elle craint les vibrations, c'est ça? Les vibrations, imaginez des poudres posées sur un support tendu, donc comme un tambour, sur une peau notamment, mais la même tension exercée comme pour un tambour. Il suffirait d'un choc pour que la peau se mette à vibrer, et imaginons que les particules, les microparticules de couleur
se détacherait beaucoup. D'accord. Vous avez vu des fois des choses comme ça Oui, malheureusement on a déjà dû observer. Donc, lors de la campagne, on a mené donc ces 4 dernières années une campagne de conservation et restauration, mais conservation des pastels et de reconditionnement dans des nouvelles boîtes climatiques. Les fameuses boîtes qu'on a vues. Vous avez vu ce matin. Donc c'est un travail qui a été fait sur 4 ans, 10 pastels par année. Ouais. Ça c'est aussi un travail de collaboration avec un collègue Olivier Masson, qui est le spécialiste du pastel, et puis ma collègue ici Véronique Strasser, qui travaille dans le dessin. Donc c'est un travail en collégialité. D'accord. À cette occasion, quand on a décadré les pastels des anciens cadres, des anciens systèmes, parfois on s'est rendu compte, parfois on a trouvé des micro-traces de particules de pigments sur le verre, ou bien sur le pourtour. Donc oui, mouvement, il y a eu parfois des mouvements infimes, mais mouvements tout de même, et c'est ces mouvements-là qu'il faut absolument limiter. Comme on nous avait dit ça quand je suis allé voir l'accrochage il y a une semaine ou 2, je regardais en bas si j'en voyais, mais du coup justement on ne peut plus en voir parce qu'ils sont dans ces boîtes. Ouais. Alors j'espère qu'on n'en voit pas. Si quelqu'un se met à taper, évidemment on ne pourra pas empêcher, mais ces boîtes sont là pour les protéger, il y a des verres blindés, il y a toute une série de protections. On a été au plus loin de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui en termes de standards, mais on n'est jamais à l'abri malheureusement. Donc, ça veut dire que vous les sortez en fait plus des boîtes, à moins de maintenant elles sont c'est dans les boîtes et déposées donc actuellement dans un dépôt ad hoc à plat. Ils ne sont pas présentés comme des tableaux verticalement, mais sont posés pour les avoir complètement au repos et pour que même la gravité, les forces de gravité n'agissent pas. On fait de tout pour maintenir les particules de couleur sur le support. Voilà. Par contre, vous enlevez les cadres quand vous les stockez? Non, là on évite un maximum, on reste dans leur cadre également. D'accord. Tout est maintenu ensemble pour éviter justement, parce que vous avez vu ce matin, on a dû positionner des plaquettes de sécurité supplémentaires. Ça requiert de devoir enlever la boîte pour pouvoir percer le cadre, pour pas que les vibrations se transmettent. Et ensuite, une fois que c'est fait, on remonte le tout. Mais c'est un geste déjà, donc le tout pour nous c'est déjà une vibration, un maximum de mouvement de l'objet. Donc, vous n'allez jamais visser à même l'ensemble parce qu'il y aura trop de vibrations. Il faut vraiment le faire de manière distincte et quand tout est fait, à ce moment-là on ajoute et on le fait à la main. On n'a pas été on a vissé à la main pour éviter là aussi que la machine ne transmette sur les vibrations. Et le parchemin peut se détendre Le parchemin, les parchemins qui sont bien montés conservent d'habitude une très très bonne tension. Parfois, les conditions environnementales provoquent même parfois des déchirures, c'est-à-dire trop grande tension, présence d'humidité, absorption, désorption. Donc, en tant que matériau organique, ça continue à bouger très fortement. Le bois également, du châssis également. Donc, parfois, on a trouvé souvent des pastels déchirés, démontés, etc. Donc là intervient véritablement les spécialistes de cette question-là pour consolider ponctuellement les endroits déchirés, etc. Donc, Madame d'Épinay, là, en l'occurrence, elle est en parfaite état, comme elle était il y a 200 Madame d'Épinay présente un excellent état de conservation, vraiment, comme toute une série de pastels encore de la collection, pas tous, mais une grande partie. Et ça se voit dans le support, tout est original, donc le châssis, même le cadre, ce cadre sculpté magnifique est un cadre du XVIIIe siècle, donc c'est vraiment un objet très important de par sa qualité, mais également de par le témoignage qu'il offre en termes de techniques artistiques, matériaux utilisés, etc. C'est vraiment un témoignage important, intègre, et donc nous ferons tout pour maintenir cette intégrité physique, matérielle. Donc le boîtier intérieur, là, parce que cette nouvelle chose, entre guillemets, il y a un vide d'air, comment ça se passe à l'intérieur? Il n'y a pas de vide d'air, il y a différentes conceptions de boîtes. Certains peuvent être équipés de systèmes de silica gel, donc des éléments qui ont été conditionnés pour absorber, désorber des taux d'humidité. Sinon, le travail, par exemple, ce type de montage se fait
dans une période printemps ou estivale, quand les taux d'humidité sont assez élevés dans des ateliers. Et au moment c'est vrai, où on scelle quelque part, c'est pas complètement hermétique, mais ça limite considérablement les échanges d'air et d'humidité. Donc c'est pas pour être complètement hermétique, mais c'est pour limiter pour ralentir un maximum la vitesse d'échange d'humidité et de température, surtout d'humidité. Et donc à ce moment-là, les verres sont scellés dans les boîtes à l'intérieur, dans lesquelles a été au millimètre, vraiment au millième de millimètre, positionné sur des petits coussins. Le pastel a été positionné pour être parfaitement en place avant de recevoir le verre de protection. Parce que l'humidité, enfin j'imagine qu'il n'en faut ni trop peu ni... Voilà, après c'est le travail du dépôt, d'offrir cet environnement avec une température contrôlée et une humidité contrôlée. Parce que qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a un problème d'humidité, dans un sens ou dans l'autre? Beaucoup de choses. Trop d'humidité, si on déplace les taux de 50-55% d'humidité relative au-delà, comme le pastel est constitué de matériaux organiques, on pourrait y voir l'éclosion de mycélium, de champignons, de moisissures, de choses qui se développeraient dans des environnements très humides et sombres. C'est le propre. Considérer que le support, le bois, la cellulose, les apprêts, parfois même certains pigments organiques, certains pigments végétaux ou animaux, pourraient parfaitement servir de base alimentaire pour les micro-organismes. Donc il y a ça qu'il faut être vigilant. Et si c'est trop peu, c'est une désorption trop importante de l'humidité contenue dans les matériaux, parce que chaque matériau contient malgré tout un taux propre d'humidité. Et à ce moment-là, ça pourrait provoquer des tensions, des déchirures, des éclats, des tensions trop fortes du support, des matériaux eux-mêmes. Donc c'est important de maintenir cet équilibre d'humidité relative. Pour revenir à Madame Despinay, vous dites qu'elle est spécialement bien conservée. Oui, absolument. Donc elle craint les vibrations et la lumière en fait. Oui, c'est les deux principaux facteurs d'altération d'un pastel. L'humidité évidemment, la lumière, puisque ces pigments n'étant pas englobés dans un liant, dans un médium, certains pigments sont parfaitement tenaces et d'autres sont parfaitement fugaces. Donc tout ce qui est à base de laque végétale, c'est extrêmement fugace. Donc si nous avions par exemple un drapé à base d'une laque de Garance rouge, on pourrait avoir des problèmes de blanchiment, en tout cas d'éclaircissement de la couleur. Et aujourd'hui, on a des tableaux parfois où le drapé nous apparaît un gris clair, alors qu'en réalité à l'origine c'était une laque rouge, une laque violette si vous voulez. Donc tout ça, il faut bien l'avoir aussi dans l'œil, comprendre tous ces phénomènes d'altération. Et celui-là, du coup, il est bien conservé parce que le musée l'a eu très tôt Parce que les pigments utilisés par Lyotard sont des pigments à base minérale, à peu près tous, du blanc tout blond, il y a de l'azurite, des pigments, disons, de bonne tenue. Et ensuite aussi les conditions évidemment de sa propre histoire matérielle qui ont fait qu'il a été toujours... Voilà, les propriétaires d'abord ont veillé à sa bonne conservation et ensuite quand il y a une transmission au patrimoine public, c'est un pastel qui a toujours été, qui a fait l'objet d'attention. Parce que le musée comme musée, il est là depuis combien de temps 1910. 1910, ça veut dire que les gens étaient déjà très très attentifs à ces questions de conservation à cette époque-là. Oui, je pense que les notions étaient déjà bien en place. Après, ça a aussi beaucoup évolué. Mais avant le musée d'art et d'histoire, Madame Lallive d'Épinay était présentée au musée Rat. Ouais, d'accord. Par exemple, ça c'est un des rapports faits pour Madame Lallive d'Épinay. On a profité, si vous voulez, du décadrement justement pour faire ce qu'on appelle toute une série d'analyses non invasives, donc sans micro-prélèvement, d'accord. Système de fluorescence X portable. Donc simplement 4 points d'analyse. Et puis, donc, ce sont des spectres qui permettent d'avoir une identité élémentaire, identifier donc, les éléments constitutifs des pigments, et à partir des pics qui nous indiquent la présence, par exemple, pour le rouge de soufre ou de mercure, on identifie par exemple un rouge de cinabre. Donc c'est vraiment par cette façon, c'est une analyse élémentaire qu'on arrive à identifier la palette, les pigmentaires utilisés par l'artiste. Voilà, exactement. Donc ça, voilà, pour Madame Lallive, il y a du noir d'ivoire,
il y a du noir de Prusse mélangé à du blanc de plomb. Il y a on mélange aussi. Quelque part, c'est une palette qui est relativement réduite. Si on regarde, il y a peu de couleurs, je veux dire. Et souvent, c'est ces quelques pigments utilisés en mélange qui lui permettent d'obtenir toute une série de valeurs de tonalités différentes. On n'est pas parti sur... c'est pas non plus un arc-en-ciel, je veux dire, de couleurs. Il y a des noirs, des bleus, des blancs, en gros, et un tout petit peu de rouge. C'est même rouge et blanc, donc cinabre, blanc de plomb, on les retrouve dans les carnations, par exemple. Ce qui crée également aussi forcément un écho, si vous voulez, tonal, et qui confère aussi une unité tonale, une unité des tons, si vous voulez, à l'ensemble, et un équilibre à la composition. C'est important. Et ça, vous envoyez pour analyse, je vois que c'est en italien à Padoue, vous envoyez pour les analyses dans un laboratoire? Non, tout ça fait ici à l'atelier, ici, et on travaille avec un spécialiste qui s'appelle Stefano Volpin, et c'est avec lui qu'on travaille. Donc parfois c'est en français, en italien, ça c'est le rapport italien, j'ai le même rapport en français. Et ces analyses, ces interprétations de spectre, donc c'est Stefano Volpin qui développe ça, et on regarde ensuite, nous, on étudie aussi sur base des traités anciens, et on compare toujours et on l'a fait pour tous les pastels, et aujourd'hui on a une base de données importante pour les pastels de Lyotard en particulier, qui nous permettent aussi de reconnaître les matériaux qu'il a utilisés au XVIIIe siècle. Par exemple, vous sauriez dire s'il y a un autre tableau où il a utilisé le même bleu, ce genre de choses. Voilà, exactement. On pourrait tout à fait arriver à construire sa palette, à construire une palette, savoir s'il utilise toujours les mêmes bleus, ou si dans ses nombreux voyages, par exemple, différents lui a travaillé quand il a travaillé à Constantinople, quand il a travaillé en Moldavie, quand il a travaillé pour la cour Marie-Thérèse d'Autriche, par exemple, il y a des lieux, donc est-ce qu'il s'alimente, est-ce qu'il voyage avec ses propres couleurs, est-ce qu'il s'alimente avec les couleurs locales, etc. Ça, c'est tout à fait possible de reconstruire des fournisseurs sur place, etc. Et de reconstruire ce cheminement aussi à travers les matériaux constitutifs des pastels eux-mêmes. C'est important. Et pour aussi la question de la conservation des œuvres, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des pigments qui poseraient un jour un problème en termes de conservation, d'altération particulière. Reconnaître ces altérations, pouvoir mieux intervenir aussi. Donc là, vous savez qu'elle est parfaite en fait dans ce cas-là. Elle est parfaite, oui, elle est parfaite. Je ne sais pas si elle est parfaite, je ne l'ai pas connue. Mais je dis on voit ce qu'un spectateur qui est devant le pastel au 18e voit en fait. Je pense que Madame la Ville d'Épinay a présente très peu d'altérations. Je pense qu'on est dans les coloris proches de ce que devait être au moment de la réalisation. Dès l'origine, le pastel était réalisé. Dès l'origine, il y avait des petites plaquettes étaient positionnées sur le pastel, et puis un verre. Ça, typiquement, c'est un verre ancien, vous voyez, c'est un verre qui a été coulé. Avec tous ces reflets comme ça, on voit que c'est un verre coulé, c'est un verre ancien qui est conservé, donc qui n'offre. On va dire, au niveau des reflets, c'est très problématique, mais c'est une autre esthétique. Donc là, nous, on tient compte, quand nous conservons des verres anciens, les verres sont conservés. Dans le cas de verres blancs, des verres qui ont été modifiés avec un pastel qui nous parvient avec un verre qui n'est pas un verre d'origine, à ce moment-là, on se permet de faire ces nouvelles boîtes avec cette... Donc dans Madame d'Épinay, c'est une nouvelle boîte. Par contre, vous disiez le cadre, il est d'origine. Oui, c'est un cadre du 18e siècle. Il aurait été choisi par probablement Monsieur par le propriétaire. Il y a toute une série de cadres de très très belles. C'est un cadre en chêne, sculpté, doré, très très belle facture. Si on revient à l'idée de la coucher, donc comme vous disiez, les vibrations, en fait vous la prolongez. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien d'autre, qu'il y a moins à ce moment-là, pendant une année, 2 ans, elle ne va pas subir de vibrations. Donc ça permet de la garder beaucoup plus longtemps dans le temps, etc. Tandis que si vous la laissiez à la verticale en permanence, elle favorise le vieillissement ou tout ce qui est facteur d'altération. Donc vous travaillez pour les générations futures. Complètement, présente d'abord, future aussi. Non, si on la laissait verticale, j'imagine que de notre vivant, on ne verrait pas forcément de différence
c'est au fil Voilà, du temps voilà. que- Très souvent, les gens parfois disent oh, mais c'est un tableau, il va très bien. c'est J'ai ça. toujours vu comme ça. Il va exactement. très bien. En réalité, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ouais. Il y a des altérations qu'on ne voit pas forcément, qui sont bien là, pourtant qui se développent, hein, comme tout un chacun. Je veux dire, tout matériau organique est voué à se transformer, puis à disparaître, à se transformer en tout cas. Donc, c'est le cas des œuvres d'art, évidemment. Mais on fait tout pour stabiliser et prolonger Et cette prolonger, vie, c'est ça, ça qui est voilà. assez beau. Ouais. Absolument. Et, Pour que d'autres puissent en profiter. ça veut dire que, en fait, votre équipe, dans l'idéal, vous aimeriez que toutes les œuvres soient toujours en dépôt et jamais visibles, non? Puisque c'est là qu'elles sont le plus. Enfin, dans le milieu Parce conservé. que faut imaginer des galeries qui présentent des normes de sécurité, de présentation. Voilà, les œuvres elles supportent très bien. Elles ont été faites aussi pour être vues, pas pour être stockées. Donc les œuvres en dépôt, moi ça m'intéresse pas personnellement, dans le sens que les œuvres qui sont pas vues, c'est des œuvres qui n'existent pas, pour ainsi dire, quoi. Donc le public doit voir. Il est préférable de vivre une expérience forte avec une œuvre, je trouve, que de se dire je ne verrai jamais cette œuvre pour des raisons de conservation. Et il n'y aura jamais d'expérience entre le public et les œuvres. Donc en fait, c'est toujours une discussion entre votre équipe qui dit oui, alors là c'est possible, Oui, non, c'est pas voilà, possible. c'est ça. Et les désirs aussi des conservateurs, qui eux, évidemment, cherchent à présenter un maximum, à diffuser. C'est leur travail d'étudier, de diffuser. Nous, c'est pareil. C'est étudier et maintenir, si vous voulez, et contrôler que les œuvres qu'on puisse leur offrir un maximum de temps. Ouais, c'est ça, là. Je disais la prolonger, là. Ouais, absolument. Mais on a parfaitement conscience qu'une œuvre est faite pour être présentée, pour être vue. Et pas pour être conservée dans un coffre-fort, ça n'a aucun intérêt. Oui, d'accord. Ouais, d'autant que pour nous, 200, 250 ans, 3 ans, c'est beaucoup, mais en fait, c'est rien du tout, en fait. Pour une œuvre, 3 là, ans, ouais. non. C'est peu pour des œuvres qui ont été conçues il y a 500 ans, des œuvres qui ont été conçues pour durer. Donc les peintres à l'époque, par exemple, je parle de peinture ou la sculpture, ils avaient une attention vraiment très aiguë pour les matériaux qu'ils choisissaient. Ils avaient aussi une très grande connaissance déjà des matériaux qu'ils utilisent, comment ils vont les façonner, préparer, etc., appliquer. À ce moment-là, les œuvres elles sont faites pour durer. Vous prenez un tableau d'un primitif flamand de 1430, par exemple. Van Eyck, par exemple, c'est un artiste extraordinaire. Au niveau de la conservation aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y ça pensait. maintient très bien. Ah oui, l'artiste pensait que son œuvre allait traverser. Je pense qu'un artiste pensait que son œuvre devait traverser, être éternelle, mais presque. Donc il réfléchissait à ces questions-là. Donc c'est-à-dire que Lyotard, il a choisi des pigments à la fois pour sa technique. Pour sa technique, pour ses choix esthétiques. Ouais. Et il y avait aussi une conception, une idée de conservation. De conservation, ouais. Certains artistes, beaucoup d'artistes, peintres ont travaillé avec ces idées-là. Après, c'est à une époque récente, au XXe siècle, où tout inverse. La notion de l'éphémère, par exemple, c'est une autre notion a surgi. Quoi. Ouais. Mais ça, c'est des approches. Voilà, faut les comprendre, les respecter. Et voilà. Votre collègue nous parlait de l'autre très grand pasteliste, c'est moi qui vous dis. Maurice Quentin de la Tour. Voilà, elle disait que des fois il faisait un visage, puis après il le collait sur et il faisait la suite. En fait, Lyotard a jamais fait ça. De ce que j'ai observé, il y a un pastel qui présente ce cas de figure, mais il pourrait ne pas s'agir de Lyotard. D'accord. C'est-à-dire une transformation d'un pastel de Lyotard. C'est-à-dire que quelqu'un aurait collé un visage dessus ou... De Lyotard et complété. D'accord. Donc pas la même main. C'est possible. Et ça, vous êtes en train de l'étudier. De l'étudier, c'est vrai? Ouais. Vous faites comment un peu pour On ça doit être déborde, compliqué quand même. Ouais, mais c'est beaucoup. Oui, c'est compliqué, oui, parce qu'il faut réunir toute une série d'indices, d'infos, donc il y a toute une imagerie scientifique qu'on utilise, des analyses qualitatives des matériaux. Après, il faut le confronter à d'autres œuvres, il faut le mettre en contexte.
Donc c'est un travail qui est long et pour bien réussir, il faut que ce soit un travail qui se fait en interdisciplinarité. C'est pas le conservateur-restaurateur seul, c'est le conservateur-restaurateur, c'est l'historien de l'art, c'est l'archiviste, c'est le conservateur de collection, c'est le chargé d'analyse, c'est tout le monde. On travaille sur une même thématique, chacun apporte son information, sa confrontation, et puis là on arrive à tirer des conclusions. Je vous demandais ça parce qu'on avait demandé à M. Reutelsberger combien il estimait le temps de Madame d'Épinay, combien de temps elle a dû poser en fait. Puis il dit c'est très très difficile à se rendre compte, quoi, parce que j'imagine qu'il pour son visage il a beaucoup besoin d'elle. Et puis après, pour le reste, il a peut-être moins besoin d'elle, ou je ne sais pas. Vous avez des idées? Oui, il y a un élément qu'on sous-estime, nous, aujourd'hui, c'est la mémoire, la mémoire visuelle. Je pense qu'au XVIIIe siècle, la mémoire visuelle d'un peintre devait être un outil formidable. Quoi. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du mot... Même s'il est d'une précision incroyable dans son... Il n'a pas forcément, je pense, besoin de la présence physique du modèle des heures et des heures et des heures. D'accord. Ça, je pense pas. C'est c'est une question d'exercice, quoi. Voilà, vous exercez votre mémoire. Je pense qu'en plus un peintre itinérant comme lui, qui devait gagner sa vie aussi beaucoup par le portrait, souvent avec, comme je disais, des commanditaires qui ont peu de temps. Pour un portrait, c'est quelque chose d'extrêmement secondaire. Quelqu'un qui dirige un État en guerre, qui plus est ou je ne sais quoi, se faire portraiturer, il trouvera bien un quart d'heure, 20 minutes sur 2 jours. Donc il travaillait beaucoup. Je pense que il a surtout développé l'œil et la mémoire, une mémoire visuelle très très forte, qui permet d'être juste très vite. Mais là, donc Madame d'Épinay, maintenant, elle est couchée sur... je sais pas. Et elle dort. Elle dort dans la nuit. C'est ça. Oui. Donc, et il y a un contrôle régulier. Ah, il y a un contrôle régulier pendant ce temps-là, en fait, pour voir si elle dort bien. Monitoring, voir si tout se passe bien, si personne ne la réveille. D'accord. Non, mais il pourrait se passer quelque chose au niveau quoi, de l'humidité, au niveau des champignons. Oui, c'est un espace qui est contrôlé de toute façon, au niveau de la température et l'humidité. Donc, comme tout dépôt, de toute façon, font l'objet, de temps en temps, des collaborateurs sont amenés à intervenir, on profite aussi pour contrôler si tout se passe bien, si tout va bien, ce qui est normal. On parlait tout à l'heure de couleurs. Là, par exemple, vous avez 24 couleurs qui sont les couleurs pratiquement qui traversent toute la peinture occidentale du XIIIe au XIXe siècle. En gros. Donc, pas forcément beaucoup de couleurs. C'est surtout à l'époque industrielle, moderne industrielle, XIXe siècle, disons qu'il y a une explosion de couleurs artificielles, de couleurs. Alors qu'ici, on a à peu près tout. Donc, Lyotard a travaillé avec le blanc de plomb. C'est à partir de plaquettes de plomb, vous avez ici. Il a travaillé à partir de cinabre, donc le numéro 7. Ça, vous avez le minéral tel natif, tel qu'il sort des mines. Pour être c'est un sulfure de mercure, donc c'est un toxique. Et ça va, une fois que c'est lié, ça ne l'est plus. Vous ne pouvez pas l'inhaler ou le toucher. D'accord. Mais voilà, au XVIIIe siècle, beaucoup d'hommes et de femmes se maquillaient encore avec le blanc de plomb, le fameux fond de teint, et le cinabre, qui était un sulfure de mercure pour les lèvres notamment. Donc ils s'empoisonnaient. Le bleu de Prusse, c'est le 18. Là, vous avez ici le 18, c'est le bleu de Prusse, qu'on a également identifié dans la palette de l'artiste. Après quelques ocres, des choses, des terres, si vous voulez. Donc voilà, c'est relativement limité. Et puis un noir d'ivoire ici. C'est l'os, le 24. C'est un noir de pêche, vous voyez. Le noir de pêche est beaucoup plus gris, beaucoup plus doux que le noir d'ivoire qui est beaucoup plus profond. Donc il y a noir, il y a beaucoup de noir. Là, c'est juste un exemple des principales couleurs qu'on trouve dans la peinture ancienne. Donc là, si je comprends ce que vous aviez dit, vous les avez pour les étudier, mais vous ne les utilisez jamais, parce que vous n'allez pas les appliquer vous-même sur un pastel. Exactement, ça c'est pour étudier, par une cartographie qui existe. Après, dans le pastel, aujourd'hui, on ne pense pas à l'ajout de ces couleurs. Et ça vaut pour le pastel comme ça vaut pour la peinture à l'huile. D'accord.
La différence, c'est que le matériau reste le même. La différence du pastel, il n'y a pas de médium. Alors que la peinture à l'huile, par exemple, bah, ces couleurs sont mélangées avec des huiles cicatives, huile de lin, huile de noix, huile de yann. Ça dépend. Des huiles aussi tout à fait comestibles. Voilà. Magnifique. Oui, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Vous avez un bel espace de travail. Oui. Petit, hein.